Bonjour, chers auditeurs et auditrices. Grâce à l'intelligence artificielle, j'ai pu copier ma voix. Je vous parle donc depuis mon clavier pour vous introduire cet épisode hors série. Après un peu plus d'1 an d'existence, je vous propose un petit best-of de Data Driven 101. Est-ce que tu auras une anecdote à nous partager sur la data ? Arnaud Delaunay, Head of Computer Vision chez Farmwise. Quelque chose dont on s'est rendu compte il n'y a pas si longtemps, on est allé rendre visite à nos équipes opérationnelles dans le but de voir avec eux comment est-ce qu'ils percevaient la mise à jour, le déploiement de nos nouveaux modèles, l'impact qu'il y avait sur les opérations, avoir un peu leur ressenti terrain. Et on leur a posé une question toute simple, c'est comment est-ce que vous décidez si oui ou non on peut désherber un champ ? Et là, ils nous ont répondu c'est pas compliqué, on commence à comprendre un peu comment vos modèles de machine learning fonctionnent, et donc on sait dire si ça va marcher avant même d'aller dans le champ. Et par exemple, ils nous disaient là je sais que l'agriculteur a fait tel type d'opération juste avant nous, donc par exemple ça peut être appliquer un fertilisant qui va avoir un impact sur les laitues, et on sait que les modèles vont peut-être moins bien fonctionner, donc on va décider de pas aller faire ce champ. Et là en fait on s'est rendu compte qu'il y avait un problème parce que nous, on connaissait ce cas limite et on avait travaillé dessus, on avait déployé un nouveau modèle qui réglait ce cas limite dont il parlait. Mais l'information avait été mal communiquée et donc les opérateurs n'étaient pas forcément au courant du déploiement de ces modèles et du fait qu'on avait corrigé le problème. Et donc on se retrouve à avoir un impact business sur le fait que la data était méconnue, la mesure de performance était méconnue au niveau des opérateurs, et il y avait un vrai problème de communication. On en était responsable, c'est à nous aussi de faire en sorte de rendre cette mesure, cette data intelligible, et de la partager et de la communiquer à tous les niveaux de la boîte, et que les décisions qui soient prises à tous les niveaux puissent être basées sur de la data, et pas seulement sur des intuitions, qui là étaient des bonnes intuitions, mais caduques. Édouard Neuville, directeur académique d'Albert School. Pour l'entretien de recrutement à Albert School, on demande aux étudiants de nous décrire ce que c'est que la data pour eux. Donc c'est assez intéressant en termes d'enseignement de voir comment est-ce qu'un étudiant de 18 ans voit la data, quoi. J'ai adoré la réponse que m'a fait un étudiant là-dessus. Il m'a dit « La data, c'est de l'information qui est stockée dans une case ». Et je trouvais que ça décrivait un peu avec les mains, de manière assez adaptée, ce que c'était que la data. Et ensuite, peut-être pour prendre une data qu'à titre personnel j'aime bien, un data point qui est 65%. 65%, je crois que ça représente le pourcentage de jeunes diplômés qui exerceront un job qui n'est pas encore connu. Alors il y a différentes manières d'aborder ce genre de stats, quoi. Mais le message sous-jacent à ça, c'est plus de se dire que la tech est en train de considérablement transformer l'économie et que en tant qu'institution éducative, on se doit également de se maintenir à la page, quoi. Jérémy Cheradam, Data Scientist pour l'équipe de France de rugby. Ouais, je peux avoir une anecdote, effectivement, dans les précédents matchs, les derniers qu'on a pu faire, notamment par exemple le match de l'Australie. Donc en fait, comme tous les matchs, on essaie de prévoir tout ce qui va se passer, notamment par rapport aux données qu'on a pu avoir antérieures. Et donc par exemple, sur l'Australie, on avait déterminé qu'ils allaient très peu jouer au pied, parce qu'effectivement, ça ne faisait pas partie de leur style de jeu. Et en fait, c'est ce qui fait aussi le charme au final de ces analyses-là, c'est que ça a été complètement l'inverse. Ils ont décidé justement de changer leur stratégie là-dessus, et ils n'avaient pas tapé au pied autant que ce match-là depuis plus de 8 ans. Donc depuis 2014, ils n'avaient pas fait autant de jeux au pied. Donc ça montre bien l'intérêt. On essaie de prévoir plein de choses, mais au final, on est sur de l'humain. Il y a toujours une part d'incertitude qui fait qu'on ne peut pas forcément tout anticiper, quoi. Alexandre Mina de Tornaco, fondateur de DataBird. Il y a une anecdote que j'aime bien raconter. C'est quand on était encore étudiant à HEC, on faisait un projet pour une banque et c'était assez marrant de voir que ce qu'on nous avait appris pendant 1 an à l'X, qui était globalement faire des random forest et des réseaux de neurones, enfin je tire un peu le trait, mais globalement c'est pas mal ce qu'on a fait, donc des maths globalement et un peu d'infos. On est arrivé en entreprise. Le projet, c'était, si je me souviens bien, c'était analyser selon les plans épargne-retraite, qu'est-ce qui a été le choix des salariés. On nous donne la data, c'est des Excel, il n'y avait pas de data dictionary, donc on ne savait pas ce que représentaient les colonnes. Les données étaient sous les mauvais formats, elles n'étaient pas propres. Et on nous demandait de faire un modèle de machine learning pour prédire les consommations futures de PEA. Et ça m'a assez frappé parce qu'en fait, l'entreprise, ce qu'elle avait besoin, c'est d'avoir une bonne data gouvernance. C'est d'avoir des données clean au bon endroit et bien documentées. Ensuite, c'est de faire des premières analyses plus sur de l'historique ou du présent. Qu'est-ce que les gens utilisent en ce moment? Qu'est-ce qu'ils consomment? Pourquoi? Est-ce qu'on peut segmenter, faire des typologies de salariés, des segments de salariés, pour ensuite, après, faire des modèles de prédiction. Et du coup, c'était un peu mettre la charrue avant les bœufs, de dire, nous, on a fait un super modèle d'intelligence artificielle qui marche trop bien, mais en fait, on n'a pas trop compris ce qui s'était passé avant ou maintenant. Du coup, c'est un peu pour ça c'est aussi ça qui nous a poussé à lancer la formation.
Vincent Otto, CTO de Sports Dynamics. Justement, on avait eu le cas d'une anecdote d'un club où, en gros, ils avaient donné des objectifs quantitatifs sur des aspects athlétiques à leurs joueurs en match, mais surtout en entraînement. Et en fait, ils se sont rendus compte que ça marchait pas parce que, effectivement, il y avait des joueurs, du coup, pour remplir les objectifs, qui faisaient des courses qui servaient à rien, quoi. Qui couraient vraiment le côté du terrain pour remplir leur GPS de course parce que, voilà, c'était dans les consignes. Donc, il faut faire attention quand on donne des consignes chiffrées les contournements qui peuvent exister, quoi. Exactement. Chloé Dupuis, manager analytics retail chez Catalina. Du coup, on travaille avec la data, donc sur des campagnes. Par exemple, on va prendre des cartes test chez nous. Les Cataliniens ont des cartes chez Intermarché, chez Carrefour. Et on va tester avec les cartes, avec leur accord, bien sûr. Ok, est-ce que tu as bien reçu ce coupon? Est-ce que tu as bien reçu ce challenge, machin? Du coup, parfois, on va pouvoir voir ce qu'ils consomment ou découvrir, je sais pas, ok, bah toi, tu manges très sucré. Enfin, c'est des choses un peu marrantes. Une fois, on avait mis en place une segmentation cycle de vie pour une enseigne, donc pour vraiment estimer la tranche d'âge dans laquelle se trouve le client. Donc l'enseigne qui nous avait donné des cartes de test à eux, tester notre algo. Et en fait, il y avait une des clientes qu'on avait segmentée en tranche d'âge 60-70 ans et qui en fait avait plutôt entre 40 et 50 ans. Donc en fait, on s'est retrouvés au rendez-vous en disant elle dit c'était ma carte et je fais pas partie de la tranche d'âge 60-70. Et du coup, c'est des moments un peu gênants. Mais ça fait partie aussi de la data et des comportements atypiques qui existent. Et pas de chance, l'algo s'était trompé dans sa carte test. Victor Azria, Global Data Director chez JC2Co. Je trouvais ça intéressant. On y a toujours cru à cette alliance. Et puis, on a vu les premiers résultats 2 ans après les débuts des discussions. On savait qu'on allait forcément joindre les idées, et tous les deux des idées peut-être un petit peu séparées et qu'on allait se dire tiens, telle trajectoire, ni toi ni moi, on y a pensé. C'est peut-être une bonne idée pour nos utilisateurs. Donc ça, c'était un peu la théorie derrière l'alliance. De dire, on a tous des idées, on partage. En fait, un jour, on s'est rendu compte qu'on avait tous les deux dans notre coin, depuis 2 ans, travaillé sur un produit qui était exactement le même. Le produit, c'est un produit de data quality. Tu mets un fichier en entrée, on te check que tes colonnes, elles ont bien le bon nom, que quand tu as une colonne qui s'appelle date, en fait, à l'intérieur de ta colonne, tu as bien des dates, etc. Il y a pas mal d'outils de marché qui le font. Mais nous, on voulait un truc avec une interface un petit peu différente, qui était directement pluguée chez nous, etc. Pernod Ricard, du coup, l'a développé chez eux. Un produit avec une interface utilisateur incroyable, un truc hyper simple d'utilisation. Tu peux modifier ton fichier directement sur l'interface. Il y a un tableur qui pop-up, qui t'as tes cellules avec des erreurs potentielles qui s'affichent en rouge, etc. Et de notre côté, en fait, on avait développé un outil qui faisait exactement la même chose. C'est-à-dire, tu mets un fichier en entrée, pareil, on te check tes colonnes, on vérifie. La différence, c'est que nous, notre interface utilisateur a été quand même un petit peu moins jolie, simple, tout ce que tu veux. On avait beaucoup plus travaillé derrière le moteur de check. Par contre, quand tu mettais un fichier, tu pouvais programmer à l'avance, évidemment, des checks avec d'autres fichiers et des systèmes de vérification de qualité assez poussé en fait entre fichiers, entre 4-5 fichiers, des onglets Excel, etc. Donc on avait d'un côté le monde Pernod Ricard avec un outil qui était très beau, très simple d'utilisation avec un moteur qui fonctionnait, et côté JC2Co, un outil qui était quand même assez moche avec un moteur qui était très poussé dans les capacités de vérification de qualité entre fichiers, etc. Et en fait, on s'en est rendu compte 6 mois après la signature du contrat quasiment, quoi. Donc on s'est dit, c'est parfait en fait. Et en plus, ça nous fait une histoire excellente à raconter sur pourquoi rentrer dans l'Alliance. Parce qu'en fait, on a tous des idées qui sont différentes. On a le même projet, on a la même envie, mais on le traite de manière différente parce qu'on a peut-être des cultures différentes, on a peut-être des équipes différentes. Nous, on a peut-être des équipes qui étaient plus orientées data engineering, ils avaient peut-être des équipes qui étaient plus orientées web. Peu importe, là, on est en train de retravailler sur un outil qui prend le meilleur des 2 mondes. Oui. Là, on est en train de travailler dessus pendant ce trimestre. Et donc, ça va être notre premier projet commun qui du coup va quand même pas mal changer la manière dont on gère la data quality des 2 côtés. Alexandre Hanbel, Head of Data chez Inarix. Alors les premières récoltes qu'on a passées, alors forcément on avait beaucoup de choses qui étaient faites manuellement, donc on était sur le pont un peu tout le temps. Et à la fin de cette récolte, on s'était dit bon, allez, là on a 1 an, donc d'ici la prochaine, on va automatiser tout ce qu'on peut et on passera la récolte dans un hamac. Voilà, là on est 3 récoltes plus tard et on n'a toujours pas acheté les hamacs.
Bienvenue sur Data Driven 101, le podcast qui s'intéresse aux applications concrètes de la data dans toute leur diversité. Je suis Marc Sanselme, fondateur de Scopeo, agence de recherche et développement en data science.